Bonsoir à toutes et à tous, chronique numéro 32 me semble-t-il. Alors dans cette chronique je vais traiter des premières contre-révolutions, n'en déplaise à ceux qui parlent de complotisme à tous azimuts, et dont l'histoire effectivement témoigne contre eux. Alors avant de commencer mon exposé, je vais faire une petite citation d'une personne qui est à mon sens très importante, qui s'appelle Han Suu-yin, qui effectivement est un écrivain, enfin plus précisément une femme, qui est née sino-belge, et qui a fait des romans extrêmement, je dirais, incontournables de la Révolution chinoise et également de l'histoire de la Chine, et avait pris position, bien entendu, euh, pour un socialisme décomplexé. Et je pense que j'ai tiré de un de ces romans, qui en l'occurrence se nomme L'arbre blessé, donc l'arbre blessé que je vous conseille, que je vous invite à lire, et dont effectivement ces citations dedans n'ont pas pris une ride. Alors je cite: Les puissances n'avaient pas renoncé, déjà elles sapaient la révolution et elles avaient trouvé des auxiliaires zélés. Un pays n'est pas vraiment vendu à l'ennemi au-delà de ses portes, à moins d'avoir aussi des traîtres en deçà. Pour de l'argent, pour du pouvoir, on en trouve toujours. Une longue liste, je dirais, d'hommes forts, marionnettes volontaires aux mains des puissances étrangères, ont fait les gros titres non seulement dans beaucoup de pays du monde, également en Chine, mais dans tous les pays qui cherchent à échapper au passé féodal pour trouver le présent et luttent pour leur survie dans l'indépendance. Phrase énormément révélatrice quand l'on sait qu'elle a été écrite dans les années 50. Donc je vais parler de la contre-révolution en Afrique, de ce que certains appellent aujourd'hui le projet Ajax, dont les affaires déclassifiées ou déclassées des États-Unis aujourd'hui ne nient absolument pas leur rôle de responsabilité, d'ingérence et de choix de disposer des gouvernements qui leur sont utiles, quitte à faire disparaître ceux qui, bien entendu, peuvent leur être gênants. Alors, la contre-révolution en Afrique a été un phénomène très très important pour comprendre aujourd'hui maintenant la suite, puisqu'une autre contre-révolution est actuellement, je dirais, en train d'aboutir, une autre contre-révolution qui est la contre-révolution protestante évangélique. Alors bien entendu, quand on parle de la contre-révolution en Afrique, on ne peut pas s'empêcher de penser au catalyseur. Je m'explique. Le catalyseur, c'est le Congo, terre ô combien des plus riches, et qui est sujette, je dirais, à la convoitise de toutes parts. Et quand on parle de contre-révolution en Afrique, il faut définir à l'époque les positions initiales de la contre-révolution. Même si on peut considérer qu'à une certaine période, tout s'était bien passé, si les pays indépendants d'Afrique avaient continué dans leur évolution normale vers, je dirais, plus de liberté, plus d'unité, ils se seraient fatalement et inévitablement heurtés un jour à une difficulté, voire même à un obstacle qu'on pourrait qualifier de majeur. L'Afrique sous domination coloniale, qui occupait tout le sud du continent, les colonies portugaises d'Angola et du Mozambique, de la Rhodésie, qui actuellement est le Zimbabwe, de l'Union sud-africaine, incarnait une certaine période, bien entendu, du moment par l'Afrique du Sud ségrégationniste, tôt ou tard, les deux mondes n'auraient pas inévitablement, bref,
juste dû s'affronter, soyons logiques. Et il est certain que même si, dans l'hypothèse la meilleure, celle qu'on pourrait espérer comme étant la plus optimiste, celle où l'Afrique libre se serait dressée tout entière et unie pour libérer tout le continent, il est bien évident que les coloniaux eussent bénéficié d'un net, je dirais, déséquilibre. Économiquement, ils étaient les plus forts, il faut être logique. Leur territoire était pratiquement les seuls d'Afrique à posséder des industries importantes, les mines exploitées par de puissants trusts américano-anglo-belges étaient parmi les plus riches du monde à l'époque. Militairement, leurs moyens étaient illimités. Ils pouvaient se procurer où ils voulaient dans le monde les meilleurs avions, les meilleurs tanks, les armements, je dirais, les plus sophistiqués, voire les plus modernes. Bien entendu, cela tombe de sens. Ils surclassaient leurs futurs adversaires. Et ils attendaient sans crainte l'épreuve de force et la préparaient bien entendu avec soin. L'Union sud-africaine, à elle seule, pouvait du jour au lendemain mettre sur pied une armée de 250 000 coloniaux, ayant tous bien entendu reçu une préparation militaire hors pair. C'est une des raisons pourquoi beaucoup de pays africains n'ont pas eu d'autre choix, même s'ils n'étaient pas volontairement communistes, et il faut le reconnaître, n'ont pas eu d'autre choix que de se tourner vers l'Union soviétique face à je dirais, à ce barrage insurmontable. Et cela, bien entendu, seuls les spécialistes de l'histoire et de la connaissance historique peuvent comprendre la situation du moment. Car il est toujours facile, de nos jours, de refaire l'histoire en ayant absolument peu d'informations concernant les subtilités euh, de l'histoire. Alors 250 000 hommes, ce n'est pas rien, surtout à l'époque. Nous montions, je dirais, 50 ans en arrière. C'est bien plus que je dirais, que toutes les armées de l'Afrique noire réunies. Et bien entendu, à supposer qu'on pu les unir et à les faire marcher sous un commandement unique, ce qui, effectivement, inévitablement, fut un autre problème. Alors, il faut bien comprendre que cet affrontement, je dirais dans la meilleure hypothèse, si dans la mesure cette hypothèse aurait existé, ne se présenterait pas favorablement pour l'Afrique totalement indépendante. Les ennemis de l'Afrique, aussi bien les blancs comme les noirs, il faut bien aussi comprendre que euh, les révolutionnaires furent à la fois blancs et noirs, et les inféodés au maintien de l'Afrique sous perfusion et intérêt colonial furent également blancs et noirs. Donc je ne souscris pas à une conception de la racialité dans une dynamique de compréhension révolutionnaire. Car les dés seraient pipés et de toute façon, l'histoire nous a présenté des éléments tout à fait différents. Et donc je disais que les ennemis de l'Afrique, blancs et noirs, avaient d'ailleurs tout mis en œuvre pour améliorer encore cette position initiale. Et ceci pour faire taire toutes les formes de communautarisme récupérant effectivement d'une façon, je dirais, malhonnête les images d'hommes qui ont été, je dirais, des icônes de la Révolution et qui se sont sacrifiés effectivement pour des lendemains qui chantent. Prenons par exemple, pour étayer ce que je suis en train d'expliquer, le Katanga de Tshombe, qui a été effectivement une position, je dirais, avancée de la contre-révolution. À un moment où il pouvait craindre que le Congo appartienne sous la conduite de Patrice Lumumba au camp de l'Afrique libre, la véritable Afrique, le véritable Congo, car c'était, et ce fut
et cela reste Patrice Lumumba, l'homme désintéressé d'une Afrique réellement libre, tout comme Sankara fut également le digne représentant des pays, des hommes fiers. Donc, effectivement, à ce moment-là, on peut considérer que les coloniaux se sont arrangés de dissocier le Katanga, sa partie la plus riche et la plus industrialisée, possédant bien entendu énormément de matières premières telles que le diamant. Sous la conduite de Tshombe, agissant pour le compte des colons et de l'Union minière, le Katanga devait jouer le rôle de barrage contre la révolution africaine. Il était le fer de lance au flanc de l'Afrique indépendante, un coin que je dirais enfoncé dans ses lignes de défense et d'attaque. La position géographique, je vous invite à consulter également les cartes, car il est important de comprendre aussi l'histoire à travers les développements et les changements cartographiques. Donc, les positions, je dirais, géographiques avancées du Katanga, ses immenses richesses, son importance au niveau de la population, bref, son important peuplement de blancs acquis aux idées ségrégationnistes, étant, je dirais, solidaires à l'égard de l'Afrique du Sud. Tout cela renforçait le camp des colons, je dirais, acquis aux idées de l'apartheid et du ségrégationnisme. Et bien entendu, n'hésitant pas à mettre en place une multitude de valets. Tout cela affaiblissait le camp africain. Bien entendu, cette désunion dans la gouvernance de Patrice Lumumba a eu des conséquences terribles. L'importance de la position avancée que constituait le Katanga expliquait pourquoi tant de mercenaires venus des pays d'Afrique, sous domination blanche, se sont engagés au service de Tshombe et de sa sécession. Vous voyez, même Tshombe n'était pas, je dirais, quelqu'un de tout à fait honnête dans sa position contre le gouvernement central. Alors c'était leur propre combat qu'ils menaient dans cette avant-garde des forces blanches d'Afrique que constituait la gendarmerie katangaise, souvenez-vous. Au moment de la sécession katangaise a pris fin, certains se sont imaginés que le Congo était gagné pour l'Afrique. On sait que fut absolument le contraire qui s'est en définitive réalisé. Tshombe, recevant le pouvoir à Léopoldville, a réussi à faire jouer au Congo tout entier le rôle jadis dévolu au seul Katanga. Il a pour ce faire, je dirais, eu entièrement, je dirais, recours aux mêmes agents, ces mercenaires recrutés dans l'Afrique du Sud, s'ils ne sortent pas des milieux racistes et fascistes du restant du monde également, car n'oublions pas que nous avions des mercenaires qui étaient en Belgique, en Angleterre, même aux États-Unis, bien entendu, tout cela sous pavillon et observation de la CIA et de l'École des Amériques. Alors en finalité, le Congo, inévitablement, est devenu ce qu'on pourrait qualifier d'un grand Katanga. Le Congo, qui est quand même la clé de l'Afrique, enfin de l'époque, est devenu la citadelle de la contre-révolution africaine. Car souvenez-vous, Mobutu, qui fut l'agent inféodé de la CIA, et qui, une décennie plus tard, la CIA se désissa du pouvoir de Mobutu, car trop gourmand et surtout se permettant tous les travers, n'obéissant plus à son maître américain. C'est alors que les Américains ont décidé, finalement, au fond, de se passer de ses services. Mais cela est une autre histoire. Alors, dans des articles, on pouvait voir à l'époque,
avant que se mettent en branle les colonnes qui allaient arracher Kindu et Stanleyville aux patriotes congolais, et dont effectivement des mots d'ordre aux chefs d'État africains, c'est ces fameux appels qui ne faisaient que doubler, ce que les plus discrets, certains les avaient fait parvenir par d'autres voies. Et je prends par exemple les textes très connus, où alors même ils écrivaient aux dirigeants africains qui se sont réunis, souvenez-vous, à Addis Abeba, où ils tremblaient à la pensée que des hommes, je dirais, d'État de l'Afrique indépendante, étourdis par les acrobaties de Tchombe et par les diversions de sa troupe de 100 comédiens aux talents divers et variés, se laissent détourner au problème, je dirais, du problème essentiel, la nécessité d'interrompre coûte que coûte la carrière criminelle de cet homme, qui fut, malgré ses sourires et ses poignées de main, ses protestations d'amitié, qui est l'ennemi le plus résolu de l'idéal qu'ils ont défini dans la charte de l'OUA, donc de l'Organisation de l'Unité africaine, et que s'il consolide son pouvoir, retardera pour des années immémoriables et des décades la libération complète de l'Afrique, encore sous domination, sous perfusion coloniale. Alors en suppliant, bien entendu, les hommes d'État réunis à Addis Abeba empêcher l'écrasement des forces révolutionnaires congolaises qui tenaient Stanleyville, il disait que dans le même article que ce serait la chute de cette ville qui finalement serait une tragédie. Alors tragique pour le Congo, mais tragique aussi pour l'Afrique, car le Congo fut à l'époque le cœur central de ce qui pouvait avoir des conséquences sur l'ensemble du territoire africain, et qui aurait laissé conquérir sans combattre par les forces de la contre-révolution coloniale le bastion congolais qui jouerait sans doute un rôle capital dans l'affrontement final entre les forces africaines de libération et de progrès, et la pire réaction, la réaction raciste et fasciste des États sous domination coloniale, par exemple les partisans de Moulélé et de Samialo, qui se battent sans armes et sans aide, et donc bien entendu le discrédit a été la propagande dont la CIA fut émérite et spécialiste dans le domaine, en faisant passer Moulélé et ses troupes pour des drogués, des irresponsables. Et donc, Moulélé, bien entendu, sans armes et sans aide, sur le sol congolais, ne se battent pas seulement pour le Congo, ils se battent pour la libération de l'Afrique tout entière. Ils sont des soldats de l'Organisation de l'Unité africaine, et si l'on s'en réfère à la charte qu'il a créée, puisse, de l'époque, l'OUA le comprendre à temps. Et si finalement l'OUA est encore trop vaste et trop désarticulé, encore pour avoir à temps les réactions nécessaires, puissent les États africains les plus conscients prendre sans attendre les initiatives qui s'imposent à envoyer à Stanleyville et à Kindu les avions de chasse et de la DCA, des volontaires africains pour aider les défenseurs de l'Afrique libre à mettre en échec les forces contre-révolutionnaires animées par le traître à l'Afrique qui est en l'occurrence Moïse Tchombe. Et tout cela, bien entendu, se sont passés, je dirais, toutes ces tractations se sont organisées aussi bien en Espagne du général Franco qu'en Belgique, que dans le bureau ovale de Washington. Et donc, on peut considérer que les appels, effectivement, n'ont pas été entendus. Et nous savons aujourd'hui, d'ores et déjà, que le Congo est perdu. Et cela, bien entendu, est une réflexion de l'époque. Quand l'on sait qu'aujourd'hui, maintenant, le Congo est une terre de missionnaires influencée, bien entendu, par la conception religieuse protestante néoconservatrice américaine.
Alors, puisque le Congo est perdu, hein, ce Congo qui était vraiment la clé du continent, puisque situé en son centre aux confins des Afriques, d'expression française, d'expression anglaise, de l'Afrique libérée et de l'Afrique sous domination coloniale, ce Congo extrêmement riche, très peuplé, hein, 5 habitants au kilomètre carré, capable de se suffire à lui-même et d'améliorer dans un délai extrêmement court le niveau de vie de ses habitants, ce Congo eut peut-être un exemple contagieux pour toute l'Afrique, devenant finalement au fond l'une des puissances les plus fortes et les plus équilibrées du continent. Il eut pour, je dirais, pu provoquer de nombreux ralliements à la cause de l'indépendance et le faire basculer à la longue tout entière dans le camp de la liberté. Pardon. Je pense que Lumumba a été lucide et conscient de ce qui se passait. Il avait bien compris que pas d'indépendance réelle sans indépendance économique. C'était finalement au fond ce qu'avaient voulu pour leur pays un Lumumba et un Gizenga. Et il ne faut pas oublier et bien se rappeler à jamais ce plan qu'avait formé Patrice Lumumba avec quelques de ses fidèles de reprendre tout de suite la fourmilière, les concessions qu'elle avait obtenues, je dirais, de l'administration coloniale pour l'exploitation de mines de fer au Kasaï, concession qu'elle n'avait jamais exploitée parce que le fer est un métal pauvre qui ne s'exporte pas et qui ne représente donc aucun intérêt dans le cadre d'une économie coloniale qui se borne à vider les sols et ses matières premières, dont effectivement, par voie de conséquence, la vente est rentable et à revendre sa colonie du produit fini, l'exploitant donc deux fois. Je vous renvoie à Marx là-dessus, il y a des très bonnes analyses. Lumumba savait, il faut être honnête, savait, lui, que dans le cadre d'une économie indépendante, le fer avait une importance capitale. Il voyait déjà autour de ces mines des aciéries, des usines de roulement à billes, des ateliers où l'on aurait rassemblé ou assemblé des tracteurs dont il aurait doté toutes les communautés agricoles de son pays. Il imaginait déjà 50 000 ouvriers s'affairant dans un complexe sidérurgique unique en Afrique, un peu modèle influencé par la Yougoslavie de Tito, ou même en acceptant l'aide de l'Union soviétique. Certes, les tracteurs issus des usines du Kasaï eussent-ils, je dirais, au début coûté plus cher que ceux que les États-Unis ou l'Allemagne fédérale auraient pu, effectivement, si les choses avaient été autrement livrées, mais quelle indépendance ils auraient conféré au Congo de Lumumba. Après la mort de Lumumba, son héritier spirituel, Antoine Gizenga, s'est retiré de Stanleyville et allait continuer lui-même l'œuvre dans la même voie. Je prends un exemple simple, dans un texte qu'il faut lire et relire, cette admirable, je dirais, déclaration gouvernementale qu'il fit le 15 mai 1961 à Stanleyville, devant le corps diplomatique, assemblée qui devait proclamer avec fierté, je cite, Messieurs, dites au monde et dites à vos gouvernements respectifs que le Congo ne peut plus être une colonie, et en présence de qui il devait constater avec un légitime orgueil la solitude de Stanleyville a sauvé l'honneur du Congo et prouvé qu'il n'y avait pas que des traîtres et des assassins et des corrompus dans notre pays. Antoine Gizenga allait affirmer avec une grande lucidité, l'indépendance n'est jamais complète tant qu'il s'agit d'une indépendance politique qui est les droits, les, seulement, les fondamentalement trois quarts du temps, je dirais, euh, purement nominal,
L'indépendance doit être également économique et sociale. Aucun pays d'Afrique ou d'ailleurs ne peut être réellement libre tant que son économie est téléguidée par l'étranger et que la majorité de la population se trouve dans un état de besoin économique. Fin de citation. Alors, on comprend pourquoi, je dirais, Patrice Lumumba ne pouvait pas vivre, et c'était une évidence, et pourquoi il fallait étouffer dans les prisons une personnalité comme Antoine Gizenga. Souvenez-vous, les spécialistes de la CIA du moment, je prends John Carrouchi, quant à la question de Lumumba, il dit oui, tout à fait, on s'est séparé de lui, c'était un communiste. Ce qui est assez étonnant, c'est la vision des Américains quand ils veulent prendre les matières premières d'un autre pays, de jeter l'anathème de communisme à un pays qui voudrait vivre selon ses règles et son indépendance totale. Pour moi, ça ne me gêne absolument pas. Les puissances, je dirais, impérialistes et néocolonialistes ne permettront jamais que ces défis, cette indépendance économique, condition d'une indépendance véritable. Bien entendu, cela va de pair avec garder leur mainmise sur leurs anciennes colonies, et pour eux plus rentable que d'être présents directement avec une administration, une population, je dirais, blanche. Il est plus simple de mettre des marionnettes au pouvoir et de tirer des ficelles de l'extérieur. Et donc, par voie de conséquence, elles préféreront se livrer à une sorte de charité plutôt que de permettre à l'ancien pays soumis de se libérer de ses chaînes. Elles ont d'ailleurs préparé l'avenir, on le sait, en subsistant dans des, je dirais, en se substituant même euh, dans des pays entiers, dans des régions entières, la nomenclature d'une certaine forme de monoculture à des cultures diversifiées, en veillant ainsi, par voie de conséquence, et par avance à ce que la seule ressource de l'ancienne colonie soit la vente de matières premières. Je dirais qu'elle rendait ainsi vulnérables économiquement et politiquement les pays auxquels elle a abandonné officiellement une fausse liberté. Pour compléter le système, les anciennes métropoles passent avec leurs anciennes colonies des accords apparemment généreux, garantissant aussi longtemps qu'elles sont sages à leurs matières premières un prix certes avantageux et leur assurant, je dirais, la fourniture de produits finis à des prix qu'une industrie intérieure serait incapable, bien entendu, de concurrencer. Alors, en se donnant l'allure de favoriser, on enlève ainsi l'ancien pays soumis toute raison de créer sa propre industrie, on le rend ainsi perpétuellement dépendant, on corrompt son élite, on la séduit pour qu'elle investisse dans un mode, je dirais, un mode de vie en Occident, on l'invite à même placer les deniers du peuple dans des banques étrangères, et finalement, au fond, pour les puissances impérialistes et néocolonialistes, il ne peut jamais être question d'abandonner complètement et définitivement une position. On n'accorde l'indépendance politique que si l'on ne peut faire autrement. Mais on veille à ce qu'elle n'ait aucun contenu réel en liant les économies, en plaçant des valets au poste utile, en intervenant si besoin est politiquement, même militairement, sous prétexte les plus divers, celui par exemple de protéger des vies humaines que l'on a soi-même mis en péril par une politique imprudente et malhonnête. Cela finalement n'a pas vraiment changé. On finance le terrorisme et ensuite on le combat. Ou on contamine et ensuite on intervient avec l'antidote. Alors c'est encore Antoine Gizenga qui, dans sa remarquable déclaration de 1961, et je déplore que beaucoup de jeunes générations ne s'inspirent pas effectivement de ce modèle, car leurs phrases, qui sont des phrases extrêmement importantes et très actuelles, qui pourraient également influencer dans nos pays,
d'Europe, car ces penseurs, ces révolutionnaires, sont aussi des modèles pour nous, pour se libérer du joug de ces impérialistes qui aujourd'hui nous dominent, comme Sankara l'avait bien précisé. Aujourd'hui, ils nous exploitent et ils exploitent nos peuples, et demain, ils exploiteront leur propre peuple. Alors je cite, bien entendu, Antoine Gizenga. Les métropoles colonisatrices d'hier sortent à grand bruit pour signaler à l'extérieur, tout en tramant soigneusement d'ignobles complots, leur permettant de revenir par les lucarnes et par le toit ou par la porte de service. Tiens, tiens, tiens. Ceux qui aujourd'hui se font les dénonciateurs du complot seraient des complotistes. Pyromanes d'un genre nouveau laissent souvent des foyers d'incendie ou des bombes à retardement dans leurs anciennes possessions coloniales afin d'y revenir en zélés sapeurs-pompiers. Vous savez, c'est le pompier pyromane. Et faisant bien entendu allusion à l'intervention militaire belge après la mutinerie de la force publique, soulignait les responsabilités belges, qui ont mis le feu pour pouvoir revenir par la porte de service. Alors, pour bien comprendre cette contre-révolution, car des gens aussi bien comme Lumumba, Sankara, Guevara sont, à mon sens, des modèles de réflexion qui peuvent être appliqués ou réactualisés dans le contexte actuel, car ce furent également des révolutionnaires, des socialistes, mais également des patriotes, car ils avaient le souci de la souveraineté et de l'indépendance nationale de leur pays. C'est une des raisons pourquoi le socialisme aujourd'hui doit essayer de se réadapter en fonction, de se réapproprier, comme me disaient à l'époque les responsables du Conseil national de la résistance, l'indépendance nationale. Alors la contre-révolution n'est plus sur la défensive, elle reconquiert. Finalement, la contre-révolution, on pourrait la définir de ce qui est aujourd'hui dépassé. La contre-révolution africaine se définit comme étant la communauté d'intentions et si possible d'actions qui visent au maintien de la domination des ex-pays coloniaux sur ce dernier tiers du continent. L'expérience est finalement au fond, à la lumière et à la lucarne de l'évolution de l'histoire, cela leur a donné raison. Et finalement, l'expérience a appris qu'il ne s'agit plus seulement de maintenir, mais de reconquérir, et que la contre-révolution, ma foi, gagne de proche en proche. Comme aujourd'hui, nous avons une contre-révolution en Syrie, contre-révolution en Libye, une contre-révolution avec Maïdan en Ukraine. Nous avons partout des contre-révolutions établies par, aussi bien quels que soient les dénominateurs dans lesquels on pourrait les classifier, qu'elles soient orange, de velours ou de jasmin, cela reste des contre-révolutions. L'impérialisme, depuis l'assassinat de Patrice Lumumba, n'a cessé et ne s'est jamais arrêté de remettre en cause, par la corruption ou la violence, la marche de l'Afrique vers la liberté et l'indépendance. Nous pouvons souligner, voire même constater, combien le Congo, clé de l'Afrique du moment, eût pu influencer favorablement l'évolution du continent africain tout entier. Souvenez-vous, que ce soit l'Algérie de Boumedienne et de Ben Bella, que ce soit Ben Barka au Maroc, que ce soit le Néo-Distourne de Bourguiba ou l'Égypte de Nasser ou la Syrie du baasisme de Hafez al-Assad ou l'Irak du général Abdelkarim el-Qassem ou même de Nehru. Cette influence, sans oublier bien entendu, je suis en train d'oublier Cuba avec Fidel Castro et Che Guevara,
ces révolutions avaient des conséquences, étaient observées effectivement par une multitude d'autres pays à indépendance à en devenir. Alors, inversement, sa soumission à l'impérialisme et au néocolonialisme devait avoir l'effet contraire. Alors, sans prétention, je vais essayer de tenter un peu plus loin d'analyser en détail la dernière phase de la lutte contre-révolutionnaire au Congo. Elle est particulièrement instructive, et si l'on en démonte bien entendu les mécanismes. C'est une des raisons pourquoi il est difficile de parler de ce genre de situation euh, avec une discussion de comptoir, car il y a des mécanismes qu'il faut bien comprendre et connaître, et qui finalement, au fond, nous éclairent sur la situation réelle de ce qui s'est passé à l'époque. Alors, contentons-nous, bien entendu, pour le moment, d'en avoir les conséquences tragiques pour le restant de l'Afrique. Depuis que Mobutu, avec, bien entendu, l'assentiment des milieux d'affaires et de la CIA, a pris le pouvoir à Léopoldville, le 25 novembre 1965, le Dahomey a fait son coup d'État le 22 décembre 1965. Suspendu ses relations diplomatiques avec la Chine populaire et expulsé, bien entendu, ses représentants. Tout comme Mobutu a expulsé la première des mesures qu'il a entreprises, c'était de fermer l'ambassade d'Union soviétique. Également, la République centrafricaine a vu un militaire s'installer au pouvoir le 1er janvier 1966 et rompre ses relations diplomatiques avec Pékin. La Haute-Volta, elle aussi, depuis le début de janvier, son colonel, le 9 janvier 1966, suit la même ligne réactionnaire que les autres chefs militaires. Tous les pays voisins du Congo sont menacés. On fait des vœux pour que la courageuse équipe qui dirige Brazzaville ait assez de vigilance et de force pour repousser les assauts de la contre-révolution. Au Soudan, pour empêcher le gouvernement d'aider les insurgés congolais, Tshombe et Mobutu ont suscité et armé des rebelles dans le sud. En Angola, la lutte révolutionnaire qui devait libérer le pays à partir du Congo s'est arrêtée totalement. Comment finalement en serait-il autrement quand on sait que le service éminent rendu par Salazar à Tshombe pendant et après la guerre de sécession katangaise, Salazar, le dictateur portugais, quand on sait que Mobutu et Salazar, quelle que soit la différence de leur couleur de peau, sont dans le même camp de la contre-révolution africaine, il a fallu attendre également au Portugal qu'il y ait la révolution des œillets pour qu'effectivement le gouvernement change. Alors bien entendu, cette fameuse contre-révolution a des alibis, je dirais, conséquents et incontournables. Il y a des alibis qu'on se donne pour tromper, si possible, l'opinion. Mobutu, pour donner le change, fera semblant de rompre avec la Rhodésie de Ian Smith. Mais les racistes rhodésiens sont bienvenus dans les rangs de ces mercenaires où ils mènent, je dirais, le même combat que la Rhodésie blanche. Mobutu condamnera du bout des lèvres l'apartheid de l'Union sud-africaine, mais les plus férocement anti-noirs et racistes sud-africains, ceux qui donnent leur vie pour la cause du racisme, sont chargés par lui de traquer les patriotes congolais. Personne ne peut être dupe, soyons logiques, il y a aujourd'hui des affaires déclassées et déclassifiées et on peut y avoir accès, il suffit s'en donner la peine et le temps. Et ce sont les mêmes que ceux dont s'affublent des journalistes racistes comme David Serre et des journaux comme Special, défenseurs de la pire réaction au Congo. Ils peuvent même se payer le luxe de dire du mal de Verwoerd et de John Smith. Alors, je n'ai pas parlé de l'assassinat et de la vie de Patrice Lumumba, même si je l'ai mis effectivement pour illustrer un petit peu mon audio. Mais je voulais parler de cette contre-révolution qui est partie au Congo. Pour moi, c'est le plus important. Je ferai d'autres chroniques sur la contre-révolution, également en Rhodésie, et puis dans d'autres régions du monde, et des nécessités des pactes militaires, et effectivement
de l'impérialisme dans d'autres régions du monde, et plus précisément de l'Afrique, mais il était important que je puisse faire un petit explicatif rapide de cette fameuse contre-révolution qui a commencé effectivement dans le pays de Patrice Lumumba, mais en qui effectivement, je me répète encore une fois, était le véritable patriote congolais, sans oublier bien entendu Moulélé, hein, c'est une question qui ne se pose pas, hein, Pierre Moulélé, et bien entendu, je ne veux pas non plus euh, oublier Antoine Gizenga. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas été trop long et que vous avez compris un petit peu l'explication méthodique de cette première contre-révolution, puisqu'aujourd'hui elle s'est bonifiée et s'est étendue même à la France, hein. Nous sommes en contre-révolution. Et je ferai un audio plus tard, mais en hommage à Thomas Sankara, car à mon sens, c'est quelque chose de très important. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.